Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, donc le 16e, qui va vous parler aujourd'hui des nouveautés de Squash TM 5.0 avec Marion à côté de moi. Bonjour à tous. Marion qui est la product owner de Squash TM, que du coup vous connaissez bien puisqu'elle a présenté la plupart des derniers webinaires à mes côtés, moi, Thibault Lepochat, responsable communication Squash. On commence toujours par une introduction pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou qui nous découvriraient par le biais de ce webinaire, pour dire que le Squash en fait est une suite d'outils qui est développée par Enix, une ESN pure player de la qualité logicielle, qui a différentes activités, trois, qui se résument à l'édition et la distribution de logiciels avec la gamme Squash, dont Squash TM fait partie, un modèle basé sur un modèle open source. La prestation de services en outillage et en réalisation pour permettre la mise en place la plus efficace possible de process de qualité logicielle, grâce notamment à, c'est marqué 300, mais on est à plus de 300 consultants désormais, et une expérience et une expertise qui se nourrit des 20 et quelques dernières années d'expérience. Et puis enfin, il y a également la formation qui se fait via notre école de via l'école de la qualité logicielle, qui propose de nombreuses formations inter- et intra-entreprises, mais aussi des formations de reconversion autour de la qualité logicielle, ça va de soi. Rapidement, le chiffre d'affaires le plus récemment sorti, donc de 2021 pour Enix, est de 32 millions d'euros, avec une répartition entre les différentes activités de l'entreprise qui est de 83% pour le service et conseil, 10% pour la formation et 7% autour de l'édition, donc de la suite Squash. Et puis, on peut voir ici que la progression et la croissance de l'entreprise est plutôt régulière sur les 20 dernières années. Pour finir, sur le côté Enix, Enix est aussi acteur de référence en qualité logicielle, puisque nous sommes les hôtes du club qualité logicielle depuis sa création en 2005. Et puis, nous disposons aussi de centres d'expertise de GitLab et Jira en tant que revendeurs et en tant qu'experts techniques. Nous avons donc quelques experts qui sont à même de vous accompagner sur les problématiques liées à ces outils. Et puis, ça c'est déjà évoqué, Enix est fondateur de l'école de la qualité logicielle. Voilà, cette slide, elle est surtout là pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Squash, que Squash c'est donc bien une suite, et qu'aujourd'hui on va s'intéresser à la partie Squash TM pour la gestion et le pilotage des tests manuels, et c'est un outil qui s'intègre parfaitement évidemment avec Squash Automne et Squash DevOps si vous voulez aller plus loin dans l'industrialisation de votre processus d'automatisation et puis l'ajout de vos tests dans un pipeline CI/CD. Voilà, c'était la présentation globale d'Enix et Squash. Je laisse la main à partir de maintenant à Marion, qui va vous présenter le détail des dernières nouveautés de Squash TM. Bon week-end à tous. Merci Thibault. Rebonjour à tous. Donc je vais dans un instant faire une démo des principales nouveautés de la version 5.0 de Squash TM qui est sortie donc début mars. Donc là c'est un petit récapitulatif des principales fonctionnalités nouveautés de cette version. Alors tout d'abord sur l'aspect synchronisation et intégration avec Jira et GitLab. Donc pour Jira, on a la gestion des épopées dans Squash TM. On verra comment ça se présente. Sur la partie intégration avec GitLab, on a ajouté un assistant qui permet de concevoir des plans d'exécution à partir d'un périmètre de ticket GitLab. Donc pour valider un sprint ou une version de GitLab par exemple. Sur la partie pilotage, on a maintenant la possibilité de faire de l'export à partir d'un périmètre multiple. Donc là, j'ai mis plusieurs campagnes, mais ça peut être plusieurs itérations, ça peut être un mélange de campagnes, d'itérations, de suites de tests. Au niveau administration, on a ajouté une fonctionnalité qui permet de désactiver la possibilité de supprimer des éléments dans les bibliothèques des différents espaces pour certains utilisateurs.
Sur la partie automatisation BDD, on a pas mal amélioré les scripts RoboFramework qui sont générés automatiquement par SquashTM à partir de cas de test BDD, donc pour se conformer vraiment à la syntaxe et aux spécificités de RoboFramework. On a un nouveau type de workflow d'automatisation qu'on a appelé squash simple ou squash simplifié par opposition au workflow squash qu'on avait jusqu'à maintenant, qu'on a rebaptisé squash avancé. Donc on verra, qui est censé simplifier le processus et s'adapter à certains types d'organisation. On a quelques évolutions sur les variables d'environnement, qui est une notion qui a été introduite dans la version 4.1. Donc j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Et puis, comme pour chaque version majeure de Squash, on essaye de s'attacher à faire des évolutions ergonomiques. Donc j'en présenterai quelques-unes et puis quelques évolutions également au niveau des API. Donc voilà pour cette courte présentation de ce qui sera présenté dans la démo. Et du coup, je propose de passer tout de suite à la démo. Alors, je vais présenter mon écran. Alors, comme disait Thibaut, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire, de la démo. On y répondra à la fin pour que ce soit un petit peu plus simple. Mais voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Alors, je vais commencer pour ce webinaire par vous parler de la gestion des épopées Jira dans SquashTM, qui sont désormais exploitées dans Squash pour apporter aux utilisateurs une sorte de vision d'ensemble sur une macro-fonctionnalité, donc sur une épopée directement dans Squash. Alors jusqu'à maintenant, jusqu'à la version 5, la synchro des épopées était possible dans Squash, mais les épopées étaient synchronisées en tant qu'exigence classique. Et la gestion des liens épopées user story n'était pas du tout faite côté Squash. Donc finalement, on pouvait synchroniser les épopées, mais on ne pouvait pas vraiment les exploiter. Là, ce que l'on peut faire avec cette version 5.0, c'est qu'à présent, les épopées sont synchronisées dans Squash en tant qu'exigence de haut niveau. Et la synchronisation des liens épopée user story est également synchronisée dans Squash en tant que lien exigence de haut niveau, exigence classique. Et on verra qu'il y a plusieurs types d'organisation possibles côté Squash, mais les liens peuvent se faire entre des éléments qui appartiennent à différentes synchronisations. Donc là, pour cette démo, donc là je suis dans Jira, je me trouve au niveau d'un tableau Scrum où j'ai un ensemble de sprints. J'ai également un backlog, donc qui sont chacun peuplés par un certain nombre de user stories. Et ces user stories, elles sont quasiment toutes liées à une épopée. Donc c'est la petite étiquette qu'on voit ici sur la partie droite de l'écran. Et ces épopées, on va les retrouver également dans le volet Epic ici au niveau du tableau Scrum. Et donc là, si je vais naviguer vers une épopée, donc j'ai le ticket Jira qui s'affiche, et la particularité des épopées, c'est qu'elles ont ce bloc ticket dans l'Epic qui va indiquer toutes les user stories qui se trouvent dans cette épopée. Marion, je t'interromps une toute petite seconde. On nous demande qu'est-ce que c'est qu'une épopée. Du coup, tu réponds à moitié à la question. Là, c'est une épopée, ça réunit différents tickets Jira, dans Jira. Une épopée, ça correspond à une sorte de macro-fonctionnalité en fait. Et l'idée, quand on travaille en agile, une épopée, c'est une fonctionnalité qui va être développée en général sur plusieurs sprints, donc qui est assez grosse. Et l'idée, c'est de pouvoir la découper en user story, qui sont des tickets qui vont pouvoir être développés à l'échelle d'un sprint. Donc voilà, c'est vraiment une macro-fonctionnalité. J'espère que ça répond à la question. Donc voilà pour la présentation de ce que j'ai dans Jira. Donc si maintenant je vais dans Squash, je vais vous montrer comment ça se passe.
Donc là, j'ai décidé de créer 2 synchronisations, une pour les user stories, où j'ai décidé de synchroniser mon tableau Scrum. Donc en gros, tout ce que j'ai dans cette partie-là, les différents sprints, le backlog, je le retrouve au niveau de mon arborescence d'exigence. Donc je retrouve mes différents sprints et mes user stories qui se trouvent au niveau du backlog. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà jusqu'à maintenant dans le plugin Xwash for Jira. Et pour mes épopées, j'ai décidé de les synchroniser dans une autre synchronisation. Donc j'ai un répertoire épopée qui s'affiche ici et qui va regrouper toutes les épopées que j'ai au niveau de mon projet. Donc c'est les éléments que je retrouve ici dans ce volet. Elles sont synchronisées en tant qu'exigence de haut niveau. Je peux les reconnaître parce qu'elles sont en bleu. Et donc, si je navigue vers l'épopée que j'avais présentée dans Jira tout à l'heure, eh bien, je récupère les infos principales, comme c'est le cas pour les autres types de tickets. Et au niveau du bloc exigence classique rattaché à cette exigence de haut niveau, eh bien, je vais retrouver les user stories liés à mon épopée. Donc, c'est vraiment le pendant de ce bloc-ci que j'ai côté Jira. Donc là, j'ai il y a des petites subtilités, j'ai quelques petites informations en plus. Je récupère dans ce bloc-là également les sous-tâches qui sont liées à des user stories et qui sont indirectement liées à l'épopée. Donc elles s'affichent en grisé ici. Au niveau du bloc cas de test vérifiant cette exigence de l'épopée synchronisée, eh bien, je vais retrouver les cas de test qui sont liés soit directement à l'épopée, soit indirectement à l'épopée, donc aux user stories qui sont liés à l'épopée. Donc là, ils s'affichent en grisé parce qu'ils sont liés indirectement à l'épopée. Et de ce fait, les indicateurs de couverture que je retrouve ici sont calculés sur la base des tests liés aux épopées et user stories. Et je peux aussi avoir le détail pour les cas de test, la couverture pour uniquement de l'épopée et uniquement de ces user stories. Donc là, je retrouve vraiment les liens épopée user story côté squash. Et donc, je peux générer des tableaux de bord et faire du reporting à partir de ça. Donc, je vous disais au début qu'il y avait plusieurs types d'organisation possibles côté squash. Donc, on peut avoir une seule synchro où vont se retrouver les épopées et les user stories. Donc dans le cas d'un tableau Scrum, les épopées se retrouveraient au niveau du backlog, mais en bleu, puisqu'en exigence de haut niveau, donc on pourrait les distinguer de cette manière. Ou dans le cas de filtres ou de requêtes JQL, pour le type de synchronisation, on les retrouverait mélangés dans un même répertoire. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité d'organisation, c'est celle que j'ai faite ici. On a 2 synchronisations différentes pour les user stories et les épopées qui sont dans le même projet Squash. Donc ça permet de retrouver un petit peu plus facilement les épopées d'un côté et les user stories de l'autre. Et ça facilite aussi le reporting si on veut isoler les épopées, par exemple. Troisième possibilité d'organisation, c'est pareil, de séparer les user stories et les épopées dans 2 synchronisations, mais cette fois-ci qui appartiennent à 2 projets Squash différents. Donc on peut avoir les user stories dans un projet A et les épopées dans un projet B. Ça peut être utile si on a des paramétrages différents au niveau des synchronisations, si on souhaite restreindre les habilitations pour les épopées ou les user stories, donc on peut avoir des projets différents. Si on souhaite récupérer des informations particulières où on a des champs personnalisés particuliers, ça peut être assez utile. Donc voilà, 3 types d'organisation possibles qui dépendent vraiment de l'organisation des projets et des informations qu'on souhaite avoir. Mais en tout cas, dans tous les cas, on récupère les liens user story épopée. Donc voilà pour la partie synchronisation. Alors cette fonctionnalité, elle nécessite le plugin SquashTM Premium qui gère finalement toute la partie exigence de haut niveau, donc qui va permettre la synchronisation. Pour les utilisateurs qui avaient déjà synchronisé des épopées dans Squash avec les versions précédentes,
vous n'avez pas de paramétrage particulier à faire, les épopées seront automatiquement transformées en exigences de haut niveau. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la partie synchronisation. Alors, la partie gestion des épopées, il y a aussi, on a également ajouté une petite fonctionnalité dans l'espace campagne au niveau de l'assistant de création de plans d'exécution. Donc, qu'on retrouve au niveau de l'espace campagne. Je me place au niveau d'une campagne. J'ai une option qui me permet de créer un plan d'exécution Xsquash for Jira à partir, en fait, qui va me permettre de créer un plan d'exécution dans le but de valider un périmètre de tickets Jira, donc les tickets d'un sprint par exemple ou d'une version définie dans Jira. Et donc on a ajouté une option qui va faire appel aux épopées. Donc on va la trouver si on sélectionne à la première étape créer une itération dans la campagne sélectionnée. Donc je vais passer un peu vite les étapes suivantes. Donc on sélectionne les tickets que l'on souhaite, les tickets Jira à partir desquels on souhaite effectuer la recherche pour récupérer les cas de test. Donc là, moi je vais aller les chercher dans des sprints. Je vais récupérer la liste des tickets donc, qui se trouve au niveau de mes sprints. L'étape suivante m'indique les cas de test liés aux tickets que j'ai sélectionnés. Et la nouvelle option va se trouver à la dernière étape lors de la création d'une itération où je vais mettre donc un nom d'itération, une référence, une description éventuellement. Et là, j'ai une nouvelle option qui me propose de créer une suite de tests par épopée. Donc, je vais cocher cette option. Et lorsque je sélectionne cette option, donc là j'ai bien mon itération qui a été créée, et à l'intérieur de celle-ci, j'ai des suites de tests qui ont été créées pour chacune des épopées, pour lesquelles j'avais des user stories sélectionnés qui étaient liés à ces épopées. Et donc, dans chacune de ces suites de tests, eh bien, je vais retrouver les cas de tests qui sont liés directement ou indirectement à l'épopée qui a le nom de la suite de tests. Et donc cette option permet d'organiser son plan d'exécution de manière automatique si on a une organisation où les suites de tests sont faites par grande fonctionnalité. Donc là voilà, ça me permet d'avoir un petit rangement assez sympa et automatique. Voilà pour la partie gestion des épopées Jira. On va rester dans l'espace campagne, on va rester dans la partie synchronisation et on va passer à la partie synchronisation avec GitLab. Donc je vais aller sur ce projet-là. Je vais aller dans GitLab, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon projet. Donc là, je suis dans GitLab, j'ai une liste de tickets dans un projet. Donc qui ont tous été synchronisés dans Squash TM en tant qu'exigence. Donc je vais pas vous remontrer. Ça c'est quelque chose qui avait été introduit dans la version 4.0 de Squash. Donc ces tickets-là, ils se trouvent dans des itérations GitLab qui sont l'équivalent des sprints. Et donc dans GitLab, il faut savoir que la plupart des informations associées au ticket passent par un système de labels. Donc c'est les petites pastilles de couleurs que l'on voit ici, et notamment toute la partie workflow des tickets, on va la plupart du temps les gérer sous forme de labels. Donc c'est ce que j'ai ici par exemple. Et donc j'ai un label, un statut que j'ai indiqué comme étant attesté. Donc moi, mon but, ça va être de vouloir créer un plan d'exécution à partir des tickets qui sont marqués comme étant attestés. Donc je vais retourner dans Squash au niveau de l'espace campagne. Donc j'ai déjà créé une campagne. Je vais faire un petit peu comme ce que j'ai fait pour Jira. Je vais créer une nouvelle itération. Donc là, on a une nouvelle option, concepteur de plan d'exécution Xsquash for GitLab. Comme pour Xsquash for Jira, donc j'ai un peu ce même principe de concepteur de plan d'exécution qui reprend les mêmes grandes étapes, mais qui s'adapte aux spécificités de GitLab. Donc j'ai une première étape qui m'indique si je veux mettre à jour un plan d'exécution ou créer une nouvelle itération.
J'ai une deuxième étape qui va me demander quel est le périmètre de recherche des tickets GitLab à partir desquels je vais vouloir récupérer mes cas de test et créer mon plan d'exécution. Donc là, on va retrouver les mêmes informations que celles qu'on a à renseigner lorsqu'on ajoute une synchronisation. Donc on va sélectionner un serveur GitLab. On a l'URL qui s'affiche à côté pour vérifier que ça correspond bien à ce qu'on veut. On va indiquer un périmètre, donc qui est soit un groupe GitLab, soit un projet GitLab. Par défaut, on nous propose les éléments qui ont déjà été synchronisés dans Squash. Donc là, ça tombe bien, c'est mon projet. Donc je le sélectionne et ensuite on a deux modes de sélection pour aller récupérer, rechercher les tickets de notre choix. Une sélection par issue, donc qui en gros va par défaut reprendre tous les tickets qui se trouvent dans le périmètre qu'on a sélectionné, et puis après on a la possibilité d'ajouter des filtres, ou alors par board, qui va récupérer tous les tickets d'un tableau qui a été créé dans GitLab. Donc nous, on va sélectionner par issue, on va limiter à un certain nombre d'itérations, donc de sprints. On va sélectionner nos 3 premières itérations. Voilà, et on va ajouter un autre filtre sur les labels pour ne récupérer que les tickets qui sont marqués comme étant à tester. Donc les voilà, on peut ajouter autant de filtres que l'on souhaite. Donc là, moi, mon périmètre de recherche me convient. Je vais à l'étape suivante qui va m'indiquer, qui va me renvoyer les différents tickets qui correspondent aux critères que j'ai sélectionnés à l'étape précédente. Donc là, j'en ai 6. Je retrouve un certain nombre d'infos. Je peux affiner ma recherche si je le souhaite, sur des labels par exemple, si je veux que les éléments de priorité haute. Par exemple, si je veux, j'ai aussi des informations sur est-ce que mes tickets sont couverts ou non par des cas de test. Là, je vois que j'en ai que 3 parmi ma sélection. Donc, ça m'indique que j'ai peut-être quelque chose à faire au niveau de ces 3 tickets-là. Donc voilà, j'ai pas mal d'infos. Je peux rajouter des filtres si besoin. Et je peux également affiner ma sélection en enlevant des lignes ici. Donc l'étape suivante, ça va me renvoyer les cas de test qui sont liés au ticket que j'avais sélectionné à l'étape précédente. Je peux à nouveau affiner ma sélection. Et enfin, dernière étape, je crée mon itération en Squash et pareil avec un nom, une référence, éventuellement une description. Et mon plan de test est créé. Donc là, j'ai assez simplement créé un plan de test qui valide les tickets à tester pour un ensemble de sprints. Et donc, je peux l'appliquer à d'autres cas de figure, évidemment. Voilà pour cette partie synchronisation. Alors, on va passer maintenant à la partie pilotage, où on a fait des modifications au niveau des exports personnalisés de campagne, donc que l'on retrouve ici. Et donc maintenant, on a la possibilité de sélectionner un périmètre multiple pour générer ces exports. Donc jusqu'à présent, c'était soit une campagne, soit une itération, soit une suite de tests. À présent, on peut faire une sélection multiple. Donc là, je vais sélectionner par exemple 2 campagnes, je peux le faire. Donc ça va me marquer sélection multiple. Et au niveau de l'arbre des attributs ici, je vais avoir ces attributs qui vont se mettre à jour en fonction du périmètre sélectionné. Et donc notamment au niveau des champs personnalisés qui vont s'adapter à ma sélection. Donc là, par exemple, au niveau des cas de test, je vois que j'ai 2 champs personnalisés. Au niveau de mes exécutions, je vois que j'ai un champ personnalisé navigateur. Si je change de sélection, que je ne sélectionne qu'une campagne par exemple, là j'ai un des champs personnalisés ici qui a disparu. Donc vraiment ça s'adapte à la sélection que j'ai effectuée. Alors j'ai déjà généré un export pour cette démo, donc juste pour vous dire ce qu'il contient. Donc là, dans mon périmètre, j'ai 2 campagnes. J'ai décidé d'exporter le libellé de la campagne, de l'itération, des cas de test contenus dans les itérations, des champs personnalisés. Donc il y en a un qui est associé
un projet 1 et un autre qui est synchronisé, qui est associé à un projet 2. Donc on verra comment ça se comporte dans l'export, et le statut d'exécution des tests. Donc au niveau de mon export, ça se présente comme ça. Donc je retrouve bien ici les différentes colonnes que j'ai sélectionnées. Donc j'ai ma première campagne ici qui s'affiche, donc avec toutes mes informations, qui est liée au champ personnalisé que je vois ici, donc qui est bien rempli. En revanche, celui-là, qui n'est pas associé à ma campagne 1, il est marqué comme étant non applicable. Et pour la campagne 2, c'est l'inverse, mais j'ai bien les champs personnalisés qui suivent. Et je récupère bien toutes mes infos. Voilà pour cette partie pilotage. On va retourner sur Squash. Alors, la fonctionnalité suivante, ça va se situer au niveau de l'administration et de l'espace utilisateur, où on a une nouvelle option au niveau des utilisateurs. Alors, je vais me mettre directement sur mon profil. On a une nouvelle petite encre ici, un nouveau bloc qui s'appelle Permission, et qui permet d'autoriser ou pas chaque utilisateur à supprimer des éléments depuis les bibliothèques. Donc ça, ce paramètre, il s'applique uniquement au profil utilisateur qui autorise déjà la suppression. C'est-à-dire que si j'ai un profil utilisateur invité, donc si j'ai un utilisateur qui a un profil invité et que je l'autorise à supprimer, son profil étant invité, il ne pourra de toute manière pas supprimer. Mais pour les profils qui autorisent déjà la suppression, ce paramètre va pouvoir s'appliquer par-dessus. Donc là, moi, en l'occurrence, je suis administratrice, donc j'ai les droits de suppression dans les différentes bibliothèques. Donc je vais désactiver cette option. Donc je peux la désactiver de manière individuelle pour chaque utilisateur. Je peux aussi le faire en masse au niveau du tableau, donc en sélectionnant plusieurs utilisateurs. On a un petit bouton ici, modifier les attributs, qui va me permettre, là j'ai une option permission qui me permet d'autoriser ou interdire la suppression en masse. Donc là, moi je me suis interdit la suppression. Donc on va voir ce que ça fait. Eh bien, j'ai le bouton corbeille qui a disparu ici. Vous ne le verrez pas, mais il faut me croire sur parole, la touche supprimée du clavier ne fonctionne plus non plus. Donc quand j'appuie dessus, ça ne fait absolument rien. Donc en fait, cette option, elle va masquer le bouton corbeille dans chacun des espaces, pour chacun des projets. Et donc ça permet d'éviter les suppressions malencontreuses, accidentelles qui peuvent arriver de temps en temps. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on conseille, c'est, si vous avez désactivé la suppression, c'est de créer un projet ou un dossier corbeille qui sera vidé de temps en temps par une personne qui a les droits de suppression. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, donc cette fonctionnalité, elle concerne que les éléments qui sont dans l'arborescence. Donc tout ce qui est pas de test, association, exécution, ça vous pourrez encore les supprimer. C'est vraiment pour les éléments de l'arborescence. Donc voilà pour cette partie administration. On va maintenant parler automatisation. Donc on va aller dans l'espace cas de test. Donc on a un nouveau type de workflow d'automatisation qu'on a baptisé donc Squash simple, donc qui peut être paramétré au niveau des projets. Donc par opposition au workflow Squash avancé qui se déroule au niveau de l'espace automatisation ici. Là, l'idée avec ce nouveau workflow, en fait, c'est de s'adapter aux équipes dans lesquelles c'est la même personne qui va rédiger les tests et qui va implémenter les scripts d'automatisation. C'est pas très intéressant pour lui d'aller dans l'espace automatisation et de faire avancer tout un workflow d'automatisation alors qu'il est le seul à travailler sur ces éléments. Donc là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de plus simple, tout en gardant des informations essentielles, comme l'éligibilité à l'automatisation et comme le statut d'automatisation, donc savoir si un test a été automatisé ou non.
Alors le workflow d'automatisation, donc là c'est ce que j'ai ici. Tout va la première chose à savoir avec ce workflow simple, c'est que tout se passe au niveau de la page du cas de test, au niveau du bloc automatisation. Donc on n'a pas besoin d'aller dans l'espace automatisation avec ce nouveau workflow. Donc comme pour les autres types de workflow, on a cette notion d'éligibilité à l'automatisation. Donc première étape, on indique si le cas de test est éligible ou non à l'automatisation. Donc là, je le passe à éligible. Je vais avoir un certain nombre d'informations qui va s'afficher. Donc ça, c'est assez classique, avec notamment la possibilité de lier des scripts d'automatisation. Et j'ai un champ statut d'automatisation qui a une particularité par rapport à l'autre workflow qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'a que 2 étapes. Donc une étape en cours de rédaction, qui est l'étape par défaut, et une étape finale, qui est l'étape automatisée. Et donc dans le cas où j'ai des cas de test scriptés, donc Gherkin ou BDD, et que j'ai associé un repo Git à mon projet, et donc que je veux transmettre les scripts Cucumber ou Robot Framework dans un repo Git, j'ai toujours cette notion de transmission, donc je perds pas cette fonctionnalité qui me permet d'envoyer des scripts directement dans un dépôt Git. Donc je vais retrouver ce bouton transmettre qui s'affiche ici et qui va envoyer le script associé dans un dépôt Git. Et donc cette fonctionnalité permet de remplir ces champs automatiquement, donc de lier mon cas de test à un script automatisé de manière automatique. Donc ça, je ne perds pas cette information-là. Et là, une fois que mon script est transmis, donc on imagine que je vais implémenter mon script d'automatisation. Et une fois que c'est fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est simplement passer le test comme étant automatisé. Et j'ai fait et mon test a fait la boucle. Je peux l'exécuter de manière automatique. Donc là, j'ai vraiment peu de choses à faire finalement. Indiquer que mon test est éligible, le transmettre si je suis dans un cas où j'ai la possibilité de transmettre un test, et le marquer comme étant automatisé. Dans le cas où les tests ne peuvent pas être transmis parce que ce sont des tests classiques ou que j'ai pas de dépôt Git ou que j'ai une autre technologie de test, là j'ai pas cette notion de transmission qui s'affiche. J'ai simplement à marquer le test éligible à l'automatisation, à remplir à la main, enfin à lier manuellement le cas de test à un script automatisé et à le passer au statut automatisé. Si jamais je passe un test au statut automatisé avant de l'avoir lié à un script, eh bien j'ai une petite alerte au niveau des champs qui m'indiquent qu'ils doivent être remplis pour que le test puisse être exécuté. Voilà pour ce nouveau type de workflow. On va passer maintenant rapidement à la partie BDD. Donc, je vais me mettre sur ce test-là, où on a fait pas mal d'améliorations au niveau des scripts Robot Framework qui sont justement transmis dans des dépôts Git automatiquement par SquashTM. Donc je vais pas aller dans le dépôt Git, on va voir ce que ça donne au niveau de l'aperçu ici, qui correspond à ce qui est envoyé dans le dépôt Git. Donc on a ajouté quelques informations. Tout d'abord le nom du cas de test et sa description dans la partie documentation. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont très spécifiques à Robot Framework. On a un certain nombre d'informations issues également du cas de test Squash qui avant s'affichait, je crois, en tant que commentaire et qui maintenant s'affiche en tant que métadonnées. Et puis au niveau des scripts en eux-mêmes, on a du cœur des scripts. On a fait un gros travail au niveau de la gestion des caractères spéciaux. Est-ce qu'on doit les échapper ou pas? Comment sont gérées les variables? Donc on a fait pas mal d'harmonisation et d'amélioration à ce niveau-là.
et la gestion de pas mal de mots-clés robots spécifiques. Donc on avait ajouté la notion de setup et teardown dans la version 3.0 si je me souviens bien. Là on a retravaillé dessus, on l'a amélioré, et puis on a également ajouté la notion de mots-clés dataset, data table et docstring. Donc avec pas mal d'informations à chaque fois qui s'affichent. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. Si vous voulez plus de détails sur cette partie-là, je vous invite à consulter la release note où il y a vraiment une liste un petit peu plus exhaustive de ce qui a été fait. Au niveau de la rédaction des tests BDD en eux-mêmes, on a amélioré la prise en compte des caractères qui étaient réservés jusqu'à présent à l'ajout de variables. Donc jusqu'à maintenant, les guillemets étaient réservés pour définir des parties variables au niveau des actions qu'on peut retrouver dans les différents cas de test BDD. À présent, on a la possibilité, si on ne veut pas les utiliser comme parties variables, de les échapper via un anti-slash. Hop. Voilà. Et donc, j'ai plus les guillemets quand je les échappe ne sont plus interprétés comme partie variable et je peux avoir des guillemets directement dans mon en tant que partie fixe de mon action. Donc ça, je le retrouve un petit peu avec tous les caractères qui étaient jusqu'à présent réservés pour faire certaines fonctions. Voilà sur cette partie BDD. Pour finir sur la partie automatisation, un petit mot rapide des variables d'environnement, donc qui est une notion qu'on avait introduit en version 4.1, qui fait suite à la notion de tag d'environnement qu'on avait introduit en version 4.0, qui permet en gros de cibler un environnement d'exécution sur lequel les tests automatisés vont être exécutés. Et là, les variables d'environnement, c'est un peu le même principe, sauf que ça va permettre de cibler des environnements ou de transmettre des informations aux environnements d'exécution. Donc les tags d'environnement, eux, c'était des éléments qui étaient renvoyés par l'orchestrateur Squash. Et donc c'était à l'utilisateur de sélectionner le bon tag au moment de l'exécution. Là, les variables d'environnement, c'est un petit peu différent. C'est des choses qui sont définies dans Squash. Donc on les définit dans l'administration, un peu à la manière des champs personnalisés. Donc on a un nouvel espace variable d'environnement qui va permettre de définir une liste de variables d'environnement. Donc qui peuvent être de différents types. Ça peut être du texte simple, ça peut être des listes déroulantes. Et dans la version 5.0, on a ajouté un nouveau type qui est le type texte interprété, qui va permettre aux valeurs associées aux variables d'environnement d'être interprétées par l'environnement d'exécution. On peut avoir certains caractères notamment qui sont utilisés pour ça. Et donc l'idée avec ces variables d'environnement, c'est de pouvoir les associer à des serveurs d'automatisation ou à des projets. Et donc ça, c'est une des nouveautés de la version 5.0. Alors, je vais aller au niveau d'un projet, Xsquash par exemple. Donc jusqu'à présent, pour associer les variables d'environnement à un projet, en fait, on était obligé de les associer au serveur d'exécution et le projet héritait des variables d'environnement associées au serveur d'exécution. On pouvait juste modifier la valeur par défaut des variables. Là, on a ajouté un petit peu plus de souplesse pour les projets et donc on peut maintenant directement associer ou dissocier des variables d'environnement au projet. On récupère tout de même par défaut les variables qui sont associées au niveau du serveur d'exécution. Et donc l'idée, c'est qu'à l'exécution des tests automatisés, on va pouvoir, si on le souhaite, redéfinir des valeurs associées aux variables d'environnement pour les transmettre à l'environnement d'exécution. Et cibler par exemple un navigateur ou transmettre d'autres types d'informations, un login, un mot de passe, et j'en passe. Pas mal d'exemples possibles. Voilà pour cette partie variable d'environnement.
Juste pour finir, peut-être un petit mot sur quelques évolutions ergonomiques qu'on a faites. Alors là encore, je vous invite à consulter la release note si vous voulez avoir une liste un petit peu plus exhaustive. Je vais essayer de vous présenter les principales. Alors quelque chose que vous avez peut-être vu pendant cette démo, qu'on retrouve sur la page de chacun des éléments, c'est qu'on a ajouté ici tout en haut le chemin dans l'arborescence, l'emplacement dans l'arborescence des éléments. Donc ce qui permet de s'y retrouver un petit peu plus facilement. Donc là par exemple, je vois que mon cas de test, il se trouve dans le projet démo Xcode for GitLab et dans le répertoire BDD. Idem pour les exigences, je retrouve la même information ici. Idem pour les campagnes, les itérations. Et là où ça va être vraiment intéressant, alors je vais me mettre peut-être là où j'ai une suite de tests, plutôt ici. Hop. Là où ça va être vraiment intéressant, ça va être au niveau des exécutions, puisque là, j'ai pas l'arborescence qui s'affiche sur le côté. Et donc là, je peux, depuis la page d'une exécution, retrouver, voir l'emplacement où elle se trouve. Donc là, je suis dans le projet Demo Squash, dans la campagne V1, dans l'itération 1, dans la suite connexion. Donc, je retrouve cette info un petit peu partout. Donc pour l'instant, les éléments, c'est juste de la consultation. Je peux pas cliquer dessus. C'est une évolution qu'on envisage pour la suite, de pouvoir cliquer individuellement sur chaque partie du chemin. Une autre petite fonctionnalité qui nous avait été demandée, c'est lorsque l'on fait de la réorganisation, qu'on déplace des éléments d'un répertoire à un autre, au survol des différents dossiers, ils avaient tendance à s'ouvrir assez rapidement. Donc on a rallongé le temps d'ouverture des nœuds des différents dossiers lorsque l'on va dessus. Et donc ça permet de s'y retrouver plus facilement, parce qu'avant c'était un petit peu nerveux, ça avait tendance à ouvrir assez rapidement les éléments. Donc là maintenant on a un petit temps qui permet de réorganiser plus simplement les éléments. Alors je vais pas vous le montrer, mais c'est quelque chose qui nous avait été également demandé. On a élargi la pop-up de déclaration d'anomalie, notamment pour le bloc description qui était un petit peu petit, pas assez large. On pouvait l'agrandir en hauteur, mais c'était pas très pratique. Donc on a agrandi cette pop-up là, et donc le champ description est un petit peu plus exploitable. Pour les exigences synchronisées dans Squash, on a maintenant, alors j'ai pas d'exemple ici, mais on a maintenant une alerte si un même ticket est synchronisé plusieurs fois dans Squash. Donc on a une petite icône qui s'affiche à côté de la clé, et donc ça permet de savoir si un élément a été synchronisé plusieurs fois, ce qui peut parfois fausser les indicateurs de couverture. Et je pense que c'est à peu près tout. Une petite chose aussi, on a ajouté un bouton retour dans la recherche. C'était pas grand chose, mais c'était pas mal demandé aussi, donc on l'a mis un petit peu partout. Voilà pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, je vous invite à consulter la release note si vous voulez avoir vraiment la liste exhaustive des nouveautés. Et puis, on va répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup Marion pour cette démo complète. Je viens effectivement de vous partager il y a quelques minutes la release note justement évoquée par Marion, qui est hébergée sur le site de documentation de SquashTM, qui existe en français et en anglais, et qui a le mérite d'être très clair aussi pour toute question d'ordre technique ou d'utilisation ou d'installation. Vous avez énormément de documentation à disposition, et pour rappel, cette documentation, ce site de documentation est disponible aussi directement depuis l'application dans la section aide, dans le menu, dans la barre latérale gauche de l'application sous vos yeux. Marion, effectivement, il y a eu pas mal de questions que tu peux consulter. Ouais, on va commencer par les premières. Donc, avez-vous ajouté des mappings supplémentaires de valeurs entre Jira et Squash? Non,
Pour l'instant, non, mais c'est toujours dans le backlog, c'est bien noté. Alors, la question suivante, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des épopées à chaque fois? Que se passe-t-il si on a un sprint avec des user stories, mais aucune épopée définie? Bah, c'est pas grave, hein. On peut faire sans les épopées. Si on a un sprint sans épopée définie, bah, à ce moment-là, on se retrouvera dans le cas de figure, bah, justement, de se si vous synchronisez votre tableau avec vos sprints, bah, vous retrouverez dans ce cas de figure-là où on va récupérer toutes les user stories, les sprints, les user stories, éventuellement les éléments du backlog, ça on peut le configurer. Et c'est tout. Et on n'aura pas les épopées, mais c'est pas grave. On peut faire sans. Il n'y a pas de souci. Combien de temps la version 4 de Squash est-elle maintenue? Demande de support par exemple. Alors normalement, toutes les versions de Squash sont maintenues 2 ans après, à compter de la date de leur sortie. Donc la version 4, si je me souviens bien, elle est sortie fin juillet 2022, donc on devrait en avoir le support devrait être effectif jusqu'à fin juillet 2024. Dans les exports personnalisés, on peut avoir accès au pas de test qu'à partir d'une exécution. Ne pourrait-on pas l'avoir au niveau du cas de test dans le rapport? Je ne sais pas si c'est clair, car il faut visualiser les choix possibles au niveau du rapport perso. Alors en fait, les exports personnalisés, c'est le périmètre, c'est une campagne. Ça me semble plus pertinent d'exporter les pas d'exécution plutôt que les pas de test, puisqu'on part vraiment des éléments qui se trouvent dans un plan d'exécution. Donc a priori, plutôt les pas d'exécution que les pas de test. Je sais pas si ça répond à la question, mais enfin, ce serait probablement un autre apport si vous souhaitiez exporter les pas de test. Ou faire un export de cas de test. Je pensais qu'on devait disposer d'un dépôt de code lié à un projet pour exécuter les tests auto. Est-ce toujours le cas? Alors, on doit disposer d'un dépôt de code source pour exécuter, en tout cas pour lier les tests les tests automatisés à un cas de test, puisque, alors je vais retourner dans l'espace cas de test. Je vais me mettre sur un test classique par exemple, puisque pour lier un script automatisé à un cas de test SquashTM, on a plusieurs champs à remplir, donc la technologie, la référence du test automatisé et l'URL du dépôt de code source, donc qui doit pointer vers un dépôt Git. Au passage, on a ajouté un petit champ de recherche ici qu'on n'avait pas avant. Qui était demandé aussi, je crois. Donc, on doit toujours disposer d'un dépôt de code source pour pouvoir lier un script automatisé à un cas de test SquashTM. Par contre, le cas où on a le fait de lier un dépôt Git à un projet n'est utile que si on souhaite envoyer des tests, transmettre des tests, des scripts Cucumber ou Robot, donc associés à des cas de tests BDD ou Gherkin, dans un dépôt Git, dans le cas de la transmission. Donc le lien projet dépôt Git n'est utile que dans ce cas-là. Donc en résumé, vous avez besoin de dépôt Git dans tous les cas si vous voulez exécuter des tests automatisés. Et vous avez besoin d'un dépôt Git lié au projet dans le cas où vous souhaitez les transmettre dans le cas où vous souhaitez transmettre les scripts dans un dépôt Git. Est-ce possible d'utiliser Squash avec un GitLab auto-hébergé? Oui, c'est possible. Est-ce que les cas de test BDD peuvent être synchronisés avec un projet Git? Alors, non. La fonctionnalité pour l'instant de transmission telle qu'elle est faite, c'est on pousse, c'est Squash qui envoie l'information dans Git. Squash s'il y a des modifications qui sont faites côté Git, Squash ne les récupère pas.
N'y a-t-il pas d'évolution sur les API? Si, il y en a quelques-unes. Là encore, je vous invite à consulter la release note. Alors de mémoire, on a ajouté la possibilité de supprimer un projet via l'API. Et également, on gère tout ce qui est statut d'automatisation via l'API, éligibilité à l'automatisation, etc. Donc grosso modo, suppression de projet et des points d'API liés à la partie automatisation. Y a-t-il des nouveautés sur les reporting? Il y a ce que je vous ai présenté au niveau des exports personnalisés de campagne. Et il y a un autre élément que je vous ai pas présenté, c'est si vous utilisez le bug tracker GitLab, au niveau, alors je vais aller dans l'espace pilotage. Je ne suis pas sûre d'avoir d'exemple, mais on a un rapport qui s'appelle les exports personnalisés de campagne et d'itération, qui comporte notamment, non c'est pas du tout ça, bilan de campagne pardon, et d'itération, qui comporte notamment un chapitre sur les anomalies, et donc qui liste les anomalies qui ont été déclarées dans la campagne ou dans l'itération, et qui fait un petit récapitulatif du statut et de la priorité des anomalies. Donc ça maintenant vous l'avez si vous utilisez GitLab comme bug tracker. Existe-t-il dans la release note, par exemple, un endroit pour connaître quelle version de bug tracker est compatible avec la dite version SquashTM? Non, on n'a pas ça. Alors, en général, on essaye en tout cas d'être compatible avec les versions les plus récentes des bug trackers. Et pour Jira notamment, je crois que c'est indiqué la version minimale. Alors pas dans la release note, mais je crois que c'est indiqué dans la partie installation de Squash ou recommandation, je sais plus exactement. Mais on n'a pas ça pour chaque outil, effectivement. Question suivante, le workflow Squash est-il mappé avec Jira? Alors le workflow que j'ai présenté, non. En revanche, on a un autre type de workflow. On peut externaliser le workflow d'automatisation dans Jira. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a déjà depuis un petit moment. Et donc ça permet... Alors je vais repartir au niveau de mes tests. Je crois que j'ai un exemple au niveau de ce projet-là. Hop, voilà. Donc on retrouve donc on a plusieurs, on a soit le workflow Squash, donc avancé et simple, ou soit la possibilité d'externaliser le workflow et de le déléguer à Jira. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on a donc toujours cette notion d'éligibilité à l'automatisation. Et au moment de la transmission du test, ça va en fait créer un ticket Jira que je vais retrouver ici. Donc j'ai un lien qui m'indique qu'un ticket a été créé. Et en fait, le workflow va se dérouler côté Jira. Donc on imagine que le ticket arrive dans le backlog du développeur ou de l'automaticien. Il va faire évoluer son ticket avec les workflows personnalisés Jira. Et au moment où il arrivera à l'état final de son ticket, donc ça c'est quelque chose qu'on paramètre au préalable, le test va être indiqué dans Squash comme étant automatisé. Donc il y a une synchronisation qui se fait à ce niveau-là. Et enfin, pouvez-vous montrer comment la transmission d'un pad test BDD vers un dépôt Git fonctionne concrètement? Que se passe-t-il quand on appuie sur le bouton transmettre? Alors oui, je peux vous le montrer. Le seul truc, c'est que je sais plus exactement où se trouve le dépôt Git en question. Alors, je vais me remettre au niveau de mon test. Ok. Hop. Ok.
Alors en gros, ce qui se passe, donc en amont, quand je transmets un test dans un dépôt Git, en amont, j'ai paramétré, j'ai lié un dépôt Git à mon projet Squash. Et donc les scripts qui vont être envoyés quand je clique sur le bouton transmettre vont être envoyés dans ce repo Git à l'emplacement que j'ai défini au niveau du repo Git. Donc j'ai deux options, soit ça les envoie dans un répertoire bien spécifique de mon repo Git, soit ça les envoie dans un répertoire, soit ça va reprendre l'arborescence que j'ai côté SquashTM, et donc dans mon repo Git, ça va me créer des dossiers, sous-dossiers qui correspondent à l'arborescence que j'ai côté TM. Donc je crois que c'est ce que j'ai fait ici. Et donc j'ai un répertoire BDD qui s'affiche. Et à l'intérieur, alors j'ai pas mal de choses, puisque on fait souvent des démos là-dessus. Mais en gros, ce qui se passe quand je clique sur le bouton transmettre, c'est que je crois qu'il y a un délai de 2 minutes dans le cas où on envoie notamment plusieurs scripts à la suite pour pas que ça fasse ça fasse plusieurs envois successifs côté Git. Donc au bout de 2 minutes, ça va envoyer le script côté Git directement. Donc je pense que c'est celui-là qui a été envoyé il y a 26 minutes. Et donc le script qui est envoyé, donc là j'avais paramétré mon projet pour que les scripts BDD soient envoyés en Robot Framework, mais ça peut être également en Cucumber. Et donc là, ce que je retrouve, c'est donc l'ID de mon cas de test, le nom de mon cas de test avec le point robot, et le contenu de mon script. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans Squash. Je retrouve cet élément-là côté repo Git. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout des questions. Exactement, j'en vois pas de nouvelles. Donc on va attendre encore quelques secondes si vous avez des dernières remarques ou questions à poser à Marion notamment. Si ce n'est pas le cas, pas de souci. On vous remercie en tout cas pour votre présence. Ah, il y a apparemment une nouvelle Une question. nouvelle question, pouvons-nous lier un script BDD à plusieurs exigences? Alors, on peut lier un cas de test BDD à plusieurs exigences, donc oui, indirectement, on peut le faire. Très bien. En tout cas, on vous remercie toutes et tous pour votre présence, vos questions, votre intérêt. Puis on se tiendra très vite au courant pour de nouveaux échanges avec vous. Très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.